Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 février 2021 et c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. Premier essai marteau-piqueur, deuxième essai je vous ai enregistré une magnifique vidéo d'1 h 30 sans le son. Et je tente donc cette troisième tentative. Je vais essayer d'être rapide, concis, éducatif, comme l'était ce deuxième enregistrement. Je vous salue tous, très content de vous retrouver pour notre émission. Aujourd'hui, un format un peu particulier. On va avoir une première partie d'émission relativement courte, un point global sur les marchés, un top flop rapide, et ensuite on passera sur une grosse liste d'actions, et notamment des actions en trend following, et également des actions qui réalisent des GLB, c'est-à-dire la stratégie de la Green Line Breakout. Si vous ne connaissez pas encore, eh bien on va pouvoir expliquer ce concept en long, large, travers que je trouve particulièrement intéressant. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Un avertissement sur les risques pour commencer. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle les rendez-vous sur Zone Bourse. Au quotidien, vous pouvez retrouver de nombreuses analyses. Sur Zone Bourse, vous pouvez retrouver aussi les cotations des indices, des actions, des fiches valeurs. Tous les matins, vous retrouvez le morning meeting très complet d'Anthony Bondin. Tous les jours, vous retrouvez l'émission Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et vous retrouvez tous les mardis les marchés en action. Malheureusement, cette fois-ci, la vidéo sera en ligne en plein milieu d'après-midi. Excusez-moi de ce désagrément. Au sommaire de cette émission, un focus marché et un top flop. Et ensuite, on va directement sur vos actions préférées. Alors, le focus marché, plutôt simple. Nouveau record historique de tous les indices américains. Nouveau record historique du DAX. Et le CAC 40 qui est de retour sur son plus haut annuel à 5700 points. Il y a 2-3 semaines, mi-janvier, les opérateurs voyaient le verre à moitié vide, on avait peur des résultats d'entreprise, on assistait à des prises de bénéfices, on avait des craintes aussi concernant le Covid, concernant la vitesse de la vaccination. Depuis, les opérateurs sont un peu plus confiants, sont rassurés, on va voir pourquoi, les chiffres du Covid qui baissent, les vaccinations qui augmentent, les résultats d'entreprises qui sont de bonne facture. Alors effectivement, c'était pas compliqué de battre les attentes puisqu'elles étaient relativement faibles, mais les opérateurs se focalisent encore une fois sur l'avenir, les 3, 6, 9 mois, et l'espoir bien évidemment d'un retour à la croissance en 2021, une forte croissance attendue en 2021, c'est vraiment la thématique de ce début d'année. On notera que les valeurs trend following, c'est-à-dire les valeurs qui sont dans des tendances haussières très fortes, que j'apprécie particulièrement, ont explosé ces derniers jours. On a eu de très fortes hausses sur de très très nombreux dossiers. On a un marché qui est limite euphorique, mais comme je l'inscrivais un peu plus haut, on peut constater que l'indice Fear and Greed, c'est-à-dire l'indice peur et avidité de CNN Money, que vous pouvez retrouver sur leur site, n'est qu'à 65 points. Lorsque cet indice est proche de 0, ça va de 0 à 100. Lorsqu'on est proche de 0, on est dans la peur, et généralement c'est là qu'il faut acheter. Et quand on approche des 90-95 points, on est dans l'euphorie, et c'est là où il faut généralement être très prudent. Pour le moment, pas d'euphorie. Simplement, sur les valeurs trend following, encore une fois, les opérateurs profitent tant que la musique bat son plein. Et je fais une comparaison un petit peu avec les chaises musicales. Tant que la musique va, tout va. On continue de danser, on continue d'être à l'achat et de se laisser porter. Simplement, à un moment donné, si les marchés viennent à consolider, on pourrait assister à des consolidations, des corrections, des prises de bénéfices légitimes. N'oubliez donc pas d'accompagner le mouvement en remontant graduellement vos stops et en prenant de temps en temps des bénéfices lorsque vous avez fait des performances à 2 chiffres, des 30, 40, 50% en l'espace de parfois quelques jours. Le pétrole approche des 60 $, qui était un objectif psychologique, théorique que j'avais fixé pour 2021, toujours sur fond d'une reprise économique très forte. On approche des 60 $ et on a quand même fait de beaux mouvements haussiers ces dernières semaines, donc je deviens désormais beaucoup plus prudent.
On notera que l'or et l'argent restent soutenus, aussi à long terme, on va les regarder dans un instant. Enfin, comment ne pas parler de l'effet Tesla-Elon Musk sur le Bitcoin. En effet, Tesla a utilisé 1,5 milliard de sa trésorerie pour acheter du Bitcoin au mois de janvier, et lorsque les marchés ont pris connaissance de cette annonce hier, le Bitcoin a pratiquement gagné 10 000 dollars dans la séance. Sa plus forte hausse, non pas en termes de pourcentage, mais en nombre de milliers de dollars grappillés. Et il a atteint les 47 000 dollars pour la première fois de son histoire. Jetons un coup d'œil sur la plateforme de ProRealTime. On commence avec le CAC 40. Donc le CAC 40 est neutre, dans un range. Ça fait maintenant 2 mois et demi en fait que le CAC 40 est complètement dans une latéralisation sans grande tendance. Je vous ai mis des annotations sur ce graphique. En cas de cassure des plus hauts annuels des 5720 points, on serait dans un marché porteur. Alors on l'est déjà, mais on serait dans un marché encore plus porteur, c'est-à-dire que les valeurs du CAC et du SRD pourraient opérer bien une vague haussière supplémentaire et les small et les mid cap pourraient continuer sur leur course. Si on échoue sous les 5700 points et que l'on consolide, on va dire que tant qu'on est entre 5600 et 5700, on est dans un marché neutre, plutôt soutenu, et qu'on va pouvoir faire du stock picking, c'est-à-dire essayer de trouver des actions qui n'ont pas encore décalé, qui pourraient reprendre de la hauteur, ou bien du trend following en laissant courir les valeurs qui sont dans des tendances haussières extrêmement fortes. Seul un retour sous les 5600 points, vers le milieu du range, nous laisserait dans une situation d'attentisme, dans une sorte de pause, et il conviendrait alors de ne pas forcer, d'attendre des consolidations et de pouvoir acheter de beaux titres, mais cette fois sur repli un peu plus significatif. On va regarder le pétrole. Le pétrole, le voici, il est passé de 35 à presque 60 dollars. Le pétrole vient de gagner 74% en l'espace d'un peu plus de 3 mois. Donc une vague haussière historique, il approche du seuil psychologique des 60 dollars. Vous voyez que je me suis mis une petite alerte là-haut. Et ce matin, je vous publiais un graphique alors qu'il était au-dessus des 58 dollars pour vous dire... N'oubliez pas quand même de prendre des gains. On vient de faire une hausse de 75% en 3 mois et demi et il faut savoir encaisser tout ou partie des positions haussières alors qu'on arrive à proximité de ce seuil et que les marchés pourraient faire une pause. Ensuite, on va regarder l'or. L'or qui est dans une consolidation baissière progressive depuis 5-6 mois, depuis l'été dernier. Simplement, l'or, comme vous pouvez le constater, on est quand même dans une belle tendance haussière de moyen long terme. Il serait tout de même positif de repasser au-dessus des 1850 dollars, c'est-à-dire le seuil de la moyenne mobile à 200 périodes, puis de casser les 1875-1880 dollars, c'est-à-dire les plus hauts des dernières semaines, afin de donner un signal haussier de court terme et de permettre à la tendance de fond de reprendre ses droits. On notera aussi que l'argent est toujours soutenu, lui aussi dans une dynamique haussière, lui au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes. Vous pouvez constater que les cours de l'argent sont erratiques. La semaine dernière, on a eu un pic haussier ici sur des spéculations de la tentative d'un short squeeze, c'est-à-dire que, vous savez, les particuliers s'étaient mis sur la valeur GameStop, une action qui était très vendue par des hedge funds. Et donc les particuliers se sont ligués ensemble pour faire monter l'action et forcer les fonds d'investissement à racheter. Eh bien, certains groupes d'investisseurs ont essayé de faire la même chose sur l'argent la semaine dernière en le faisant décoller et en essayant de casser les 30 dollars pour forcer les fonds vendeurs et les banques vendeuses à se racheter et à engendrer un short squeeze, c'est-à-dire une accélération haussière phénoménale. Cela n'a pas fonctionné parce que contrairement à GameStop, les cours de l'argent, enfin le marché de l'argent, c'est quand même un marché beaucoup plus impressionnant. Que ce soit sur l'or ou l'argent, encore une fois, on est haussier à moyen long terme et vous pouvez donc opérer la même chose que ce que je préconise sur le Bitcoin, c'est-à-dire une stratégie DCA, Dollar Cost Average. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de trader les cours de l'argent, qui sont erratiques, vous allez tout simplement accumuler des positions acheteuses au fil des mois et des trimestres, dans le sens de la dynamique haussière, en espérant que naturellement on aille casser les 30 dollars et qu'une nouvelle vague haussière puisse naître.
On peut regarder également l'euro-dollar qui a enfin trouvé un support. L'euro-dollar consolidait depuis le début de l'année. Le dollar s'était raffermi. Et là, on est revenu sur la zone des 1,1950, 1,20. On peut constater que les acheteurs y étaient présents. Donc on a l'euro-dollar qui remonte, le dollar qui baisse, ce qui d'ailleurs a été un soutien pour tous les actifs dénominés en dollars. Ça a permis la reprise notamment de l'or et de l'argent depuis 3 jours. Et puis ça soutient bien évidemment le pétrole et le bitcoin qui sont des actifs dénominés en dollars. Donc voilà pour le panorama global de ces différents actifs. On va maintenant passer au top flop. La plupart des graphiques que je vais vous montrer sont des top. Premier graphique ici à gauche, les cours de l'argent recomposés sur un siècle. Et vous pouvez constater que les cours de l'argent sont dans une tendance haussière manifeste avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Les cours de l'argent qui profitent aussi de la dépréciation du dollar depuis 100 ans, bien évidemment. Cela étant dit, nous sommes dans une dynamique haussière, les cours ont redémarré à la hausse, la Banque centrale continue de pressuriser sa monnaie, d'en imprimer, donc on peut partir du principe que dans les mois, les trimestres ou les années à venir, les cours de l'argent pourraient continuer leur hausse en direction de leur plus haut historique. Ici, c'est un graphique qui est un petit peu complexe, mais qui nous montre à quel point en fait la liquidité injectée par la Banque centrale est énorme par rapport aux 50 dernières années. C'est ce qui explique justement que les marchés sont soutenus. Les banques centrales sont là, la Banque centrale du Japon, de Chine, d'Europe, des États-Unis, toutes les banques centrales impriment des liquidités, les mettent dans le marché et c'est ce qui explique justement qu'on ait des indices qui soient aussi soutenus et des records historiques sur les indices américains et le DAX. Un graphique du Bitcoin pour vous montrer l'envolée récente, d'ailleurs c'est ça que j'ai oublié de vous montrer il y a un instant. Hop. Donc le Bitcoin, le voici. On a eu sur le Bitcoin 3 effets. Le PayPal Effect, c'est-à-dire l'adoption par PayPal des paiements en crypto-monnaie, ça avait changé la donne. Parce que jusqu'à la fin de l'année dernière, le Bitcoin était plutôt un actif risqué, corrélé aux indices. Souvenez-vous, quand il y a eu le Covid en mars dernier, le Bitcoin s'est cassé la figure comme les indices. Les indices sont repartis à la hausse, le Bitcoin est reparti à la hausse. Mais après, le Bitcoin a accéléré. Parce que justement, il y a eu cette adoption de PayPal et puis cette adoption mondiale aussi avec de plus en plus d'investisseurs qui achètent du Bitcoin. Je vous rappelle qu'on a seulement une vingtaine de millions de personnes à travers le monde qui détiennent du Bitcoin. Il suffirait qu'on passe à 50 ou à 100 millions pour que les cours continuent de grimper. Ensuite, on a eu le New ATH Effect. Alors qu'est-ce que c'est un ATH? C'est un all-time high, ça veut dire nouveau record historique. On a en effet cassé les plus hauts de 2017, ce qui a engendré un phénomène d'accélération avec des investisseurs qui se sont dit ça y est, on est face à une nouvelle vague haussière, donc on y va. Ces dernières semaines, on a assisté à une consolidation entre 30 et 40 000 dollars. Alors je me disais que les cours étaient bien soutenus. On avait Elon Musk qui avait rajouté Bitcoin dans sa bio sur Twitter le 29 janvier dernier. Ça avait engendré une mèche haute, puis on était retombé. Ensuite, on avait appris que Visa potentiellement voulait un jour permettre les paiements en Bitcoin à travers le monde. Ça reste une rumeur, mais ce serait absolument énorme. Ce serait un peu comme le PayPal Effect si Visa le faisait. Et pourquoi en fait le Bitcoin a été aussi soutenu ces derniers temps? Tout simplement parce que Tesla en a acheté 1,5 milliard et lorsque le marché en a pris connaissance hier, on a donc eu ce Tesla Effect avec une cassure du plus haut historique à 42 000 dollars et l'inscription d'un plus haut ce jour à 48 000 dollars. On est donc ici dans une tendance haussière de fond. C'est du trend following, on achète les replis, on achète le redémarrage, on achète les cassures. Si on fait du trading, ou bien sinon on fait la méthode DCA, on en achète tous les mois, tous les trimestres en accumulant parce que le Bitcoin est aujourd'hui un des actifs les plus haussiers de la planète. Je reviens à mes graphiques. Ici, vous avez la dichotomie entre la performance du S&P 500 et les valeurs technologiques. Ça montre bien qu'on est dans une nouvelle ère, ce qu'on appelle un méga trend. Vous pouvez taper sur Google Megatrend Zone Bourse. Vous avez une vidéo de Xavier Delmas, très pédagogue, très intéressante sur le sujet. On est dans une ère de digitalisation, d'Internet, avec des entreprises comme Amazon, Facebook, Google qui font des chiffres d'affaires et des bénéfices records. C'est ce qui explique la performance justement de ces valeurs technologiques qui tirent les indices boursiers et qui continuent d'être encore aujourd'hui la locomotive.
Ici à gauche, vous avez un graphique de la performance du Bitcoin et de l'Ethereum, tout simplement parce que avant ce Tesla Effect, on pouvait constater que le Bitcoin était en pause et que l'Ethereum avait cassé ses plus hauts historiques, il avait pris le relais. Ça me fait penser un peu à l'or et l'argent. Vous voyez, parfois l'or est très recherché, puis ensuite c'est l'argent qui suit. Bah là, on a eu la même chose avec le Bitcoin qui a été très recherché, puis l'Ethereum qui a suivi. Je rappelle que le Bitcoin va être la référence dans les cryptos pour faire des échanges, alors que l'Ethereum, lui, va plutôt avoir des applications concrètes, ce qui explique que le fonds d'investissement Grayscale, qui est très connu pour avoir accumulé plus de 2 milliards en crypto-monnaie, a fortement augmenté sa position récemment, non pas sur le Bitcoin, mais sur l'Ethereum. Graphique de droite, en noir, vous voyez les cours de l'Eurostoxx, l'indice européen des 600 plus grosses valeurs. Et en rouge, vous voyez le pourcentage de titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes. Quand les indices montent, ils montent, à un moment donné, on arrive à un stade où on est relativement haut et où on a 90% d'actions qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes, dans des tendances haussières fortes, certes, mais qui peuvent par la suite corriger, consolider. C'est ce qui est arrivé en 2015, c'est ce qui est arrivé en 2017, et actuellement, on n'est pas à 90%, on est à 83-84%, simplement on se rend bien compte que l'Eurostoxx s'est fortement monté ces derniers mois, on a un très gros pourcentage de valeurs qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 séances, on a eu des très belles performances ces dernières semaines, il faut donc prudence garder. Ici un graphique de Goldman Sachs sur les sociétés technologiques cotées en bourse qui ne gagnent pas d'argent. Donc vous l'aurez compris, on est dans un méga trend. Les opérateurs veulent acheter des sociétés technologiques, des applications, des sites internet, des sites de e-commerce, de la cybersécurité. Et vous avez donc des flux entrants historiques qui ont littéralement arraché le marché avec cet indice. Donc c'est un panier de valeurs qui est passé de 100 à 400 sur les 9 derniers mois. Et on parle bien ici de valeurs qui ne gagnent pas d'argent. Et vous me permettrez donc de parler un petit peu d'euphorie quand il s'agit de ces valeurs-là et des flux entrants. On est vraiment dans du jamais vu. On est dans du jamais vu aussi quand on regarde l'indicateur de Warren Buffett, qui est la comparaison entre la capitalisation boursière mondiale et le PIB mondial. Aujourd'hui, la capitalisation boursière mondiale représente 122% du PIB mondial, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les mêmes niveaux qu'en 2008. La différence, c'est que cette hausse est aujourd'hui soutenue artificiellement par les banques centrales qui ont injecté et qui continueront d'injecter. On sait donc qu'on est dans du jamais vu, mais difficile de dire quand cela va s'arrêter puisque les marchés ont tenu post-Covid, les marchés sont en train de se remettre progressivement de cette crise majeure et les banquiers centraux sont là. Donc, simplement, c'est un indicateur de plus qui nous montre qu'on est monté dans des proportions assez historiques et qu'il faut prudence garder. Prudence garder, ça ne veut pas dire qu'il faut être vendeur, ça ne veut pas dire qu'il faut être liquide, ça veut tout simplement dire qu'on essaye d'avoir un portefeuille diversifié, qu'on essaye d'avoir du liquide de côté pour pouvoir profiter d'opportunités, qu'on va également prendre des bénéfices sur les actions qui sont très fortement montées et qu'on va aussi remonter ses stocks de protection pour se prémunir d'un retournement de marché. Enfin, pour finir, à gauche ici vous avez le bilan de la Fed qui continue de grimper. Post-Covid, la Fed a injecté plus de 3 000 milliards de dollars. Elle continue d'injecter tous les mois et c'est ce qui soutient bien évidemment artificiellement les marchés boursiers. Et puis une bonne nouvelle qui soutient bien évidemment les indices boursiers, ce sont les chiffres du Covid aux États-Unis avec un nombre de cas, un nombre d'hospitalisations et un nombre de décès qui est enfin en train de régresser. On a des vaccinations qui vont très vite aux États-Unis. On a désormais plus de gens vaccinés aux États-Unis que l'on avait eu de nombre de personnes testées. Et on a dans certains pays comme Israël un taux de vaccination qui dépasse maintenant les 40% avec des chiffres qui sont très encourageants. On va maintenant passer à cette deuxième partie d'émission. Vous avez vu, l'introduction fait 19 minutes. J'ai essayé d'être rapide. Je vous mets ici un tableau avec toutes les valeurs que l'on va voir dans quelques instants. Le but, c'est de voir des exemples d'analyse technique, d'entrée potentielle, de sortie potentielle, de valeurs qu'il ne faut pas trader, de configurations intéressantes, de configurations peu intéressantes.
Le but, c'est de vous donner des clés, c'est pas de vous dire ce qu'il faut acheter, quand, comment, pourquoi, mais de vous donner des éléments de compréhension pour que vous puissiez ensuite vous-même, fonction de votre style, de votre portefeuille, prendre des décisions, aller sur des valeurs haussières, savoir quand rentrer, savoir mettre des stops, comment les remonter. Je vais vous montrer plein d'exemples dans quelques instants. Et d'abord, c'est la petite pause café. À tout de suite. Je vais vous mettre un peu de classique quand même. Une petite sérénade de Schubert. Je teste le son pour voir si ça enregistre toujours. Ah, ce doux bruit de la Nespresso. Allez, on va passer sur la plateforme de ProRealTime. Et on commence avec ADP. Alors ADP, c'est pour vous montrer comment cadrer une valeur. On avait vu qu'ADP était dans un range et que sous 80 euros les acheteurs étaient présents et qu'au-dessus de 115 euros les vendeurs étaient présents. Du coup, on essaye de faire du ping-pong dans ce range. Et puis, je vous avais fait ces graphiques en vous montrant qu'on avait des zones médianes. Et qu'en plus, cette zone médiane de soutien qui correspond à une zone horizontale, ici les 90 euros, correspondait à la moyenne mobile à 200 périodes. Vous savez, quand on a une valeur qui est fortement impacté par de mauvaises nouvelles, ici le Covid, on entre dans une dynamique baissière et puis un jour ce qu'on attend c'est la cassure de la moyenne mobile à 200 périodes. Or il était très difficile de rentrer ici le jour où Pfizer a annoncé son vaccin. Par contre pour les plus patients on est revenu ensuite sur cette zone de prix clé, les 90 euros. Alors on n'achète jamais le point bas, on n'achète jamais les 90 euros, mais constatant que les 90 euros avaient été testés positivement et qu'on avait tenu la moyenne mobile à 200 périodes, ensuite on a un chandelier haussier qui est un premier signal, puis la cassure de MM20 qui est un deuxième signal et qui permettait donc de jouer ce rebond. Vous constaterez par contre que ADP est désormais sous résistance, 107 euros, c'est un premier objectif graphique, donc c'est un objectif sous lequel certains prendront des bénéfices. Et pour pouvoir aller plus haut, j'ai l'impression qu'il faudra que le CAC casse les 5720 points. De fait, pour ceux qui ne sont pas en position, je pense qu'il faudrait patienter pour voir si justement l'indice tient ou s'il revient vers le milieu de son range. Car s'il revient vers le milieu de son range, un titre comme Vinci pourrait revenir vers les 100 euros. Pour ceux qui sont dedans et qui se laissent porter, il faut espérer que le CAC 40 arrive à s'affranchir de ses plus hauts annuels dans les séances à venir, que ADP puisse casser cette zone et aller chercher la suivante. Autre titre où on avait fait un cadrage du même type, c'était Airbus, avec un beau canal haussier, avec la zone base de ce canal qui était très attractive, une médiane et une zone chère. Donc vous pouvez voir ici que la médiane a été très proprement testée, et en plus, et je vais vous le montrer tout au long de cette émission, les marchés se souviennent des zones de prix testées. Regardez ici, 82,50, une zone de prix. Cette zone de prix a été de nouveau testée là, à 82,80. Et une troisième fois, on est revenu se poser ici. C'était un point d'entrée parfait. Par la suite, les cours repartent à la hausse avec un avalement haussier. C'est un signal haussier pour ceux qui veulent prendre le train en route. Tout comme Vinci, tout comme le CAC, à court terme, on est sous une petite zone de résistance qu'il faudra réussir à franchir pour aller chercher la zone haute et les 100 euros qui sont, pour les plus haussiers, un objectif théorique. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, aller sur des valeurs qui sont baissières à court terme, moyen terme, long terme, et en plus sur lesquelles il y a des risques de dépôt de bilan, d'augmentation de capital ou autre. Europcar, c'est l'exemple parfait. Une valeur qui baisse, qui fait un rebond technique, qui rebaisse, qui refait un rebond technique, qui rebaisse et casse ses plus bas. C'est horrible comme configuration, et c'est là où vous vous dites
que les stops sont là pour vous sauver. Car nombreux d'entre vous avaient acheté les 1€, 1,10€, 1,20€ pensant que Europcar avait fait un point bas en novembre dernier. Heureusement que vous avez mis des stops et que vous êtes sorti en perte de 10, 20 ou 30%, parce que si vous aviez gardé votre position, aujourd'hui vous perdriez 60%. Ensuite, on passe à Eutelsat. Là, c'est l'exemple d'une valeur neutre. N'oubliez pas que 80% du temps, les marchés sont neutres. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller sur des actifs qui sont en tendance. Si vous êtes fan de cette valeur, vous avez ici un range entre 9€ et 10€. Vous allez donc espérer que les cours reviennent sur la borne basse, les 9€, là où se situe également la moyenne mobile à 200 périodes en soutien pour pouvoir acheter. Si les cours ne reviennent pas sur la borne basse, on attend alors la cassure de la borne haute. Si les 10€ venaient à casser, l'objectif suivant serait situé à 10,60€. Je rappelle que certains adorent cette valeur puisqu'elle sert un dividende relativement important. Ensuite, on va sur Inventiva. Donc là, on est sur de la biotech que l'on apprécie. Je vous ai parlé de cette valeur ici, parce qu'elle était dans un range. Donc je vous le répète, la plupart du temps, les actifs sont dans un range. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est quand on sort d'une zone de prix. C'est-à-dire que les opérateurs sont prêts pour la première fois depuis des mois à payer un prix supérieur au prix habituel pour une même action. C'est là qu'il y a du flux, c'est là qu'il y a des investisseurs qui rentrent et que nous, on veut aussi rentrer. On avait fixé un objectif à 16€. Comment est-ce qu'on avait trouvé cet objectif ? Tout simplement parce que quand on est dans un range et qu'on en sort, on va opérer ce qu'on appelle un effet de balançoire. On va calculer la hauteur du range et on va la reporter à sa cassure. C'est comme ça qu'on avait trouvé les 16€. Deuxième apprentissage avec cette valeur, la théorie du pullback. Souvent, quand une valeur casse un niveau, elle revient le tester par la suite. Du coup, si vous n'aviez pas profité de la première vague haussière à la cassure du range, vous pouviez vous intéresser à ce fameux pullback. Encore une fois, on ne rentre jamais au point bas sur les marchés, mais lorsque l'on constate que les prix reviennent à 12,50€ pendant 2-3 jours, et que ici, le mardi 2 février, on a un beau chandelier aussi avec des volumes, eh bien on peut se dire que ça y est, la borne haute du range a été testée, qu'on peut se placer à l'achat, et qu'en plus le stop sera relativement court et permettra donc de prendre une position sans être trop stressé. Par la suite, la valeur repart à la hausse. On peut alors mettre son stop à 0. Si les cours retombent, ce sera 0. Si les cours remontent, ce sera un gain. Le premier objectif théorique, c'est de nouveau de revenir sur le haut du range, les 16€. Et si cette fois le haut du range venait à céder, on recommence et on reporte le range à la hausse avec un objectif théorique à 19,30€. Comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, les marchés sont en train de jouer la fin du Covid. Espérons que ce soit le cas. En France, on n'est pas à l'abri de nouvelles mesures de confinement en mars ou en avril. En tous les cas, les autorités sont sur le qui-vive. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, les marchés, eux, anticipent à 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et donc certains investisseurs, afin d'anticiper la fin du Covid et une reprise économique et une reprise de l'activité, des vacances, etc., eh bien, ils se placent sur ce type d'actions délaissées qui sont revenues sur des seuils clés. Vous avez ici une zone entre 9 et 10€ qui a été approchée, testée en avril. On est revenu dessus en octobre. Après, le vaccin est sorti, on est reparti à la hausse. Puis les confinements et les peurs de confinement ont fait retomber les cours de nouveau sur support. Et ce support a été mis à profit, d'ailleurs avec des volumes assez hallucinants, par les acheteurs qui tentent ces dernières séances de reprendre le contrôle, de se placer à l'achat en espérant que tout se passe bien dans les mois à venir. Ensuite, on peut parler d'un rouleau compresseur. J'aurais pu la placer dans les valeurs trend following, mais je l'ai mis dans cette section-là. Alors vous verrez dans cette émission, j'ai mis des valeurs internationales dans le trend following, d'autres dans d'autres catégories. Bon, c'est tout de même compréhensible et je pense que vous vous en sortirez. Sartorius, c'est une grosse valeur française, c'est un rouleau compresseur. Déjà, ces dernières années, elle était dans une tendance haussière magnifique. Vous pouvez constater à quel point la proximité de la MM200 est réactive. Fin 2019, pendant le Covid, ici on s'en est approché, mais les cours ne sont pas revenus tester MM200 parce qu'on avait une belle oblique en soutien. Regardez cette oblique, elle a été testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc on pouvait 1. Se placer sur cette oblique à l'achat, ou 2. Attendre une cassure de résistance horizontale à 103, c'était le deuxième achat
potentiel. Ensuite, à chaque cassure de nouveau plus haut, c'est un signal qui permet d'acheter. Ensuite, vous avez une forte hausse au niveau des plus hauts historiques qui coince. Et vous avez une mèche haute. Alors vous allez le voir dans cette émission, les mèches hautes, c'est très pratique parce que quand elles se confondent avec des niveaux qui ont été testés par le passé, eh bien elles valident la pertinence de ce niveau. Or, ça nous permet aussi d'acheter à la cassure de ce niveau. Donc vous aviez 1, 2, 3 signaux potentiels et vous avez un quatrième signal d'achat qui a été donné ici à 360 € par la cassure de cette mèche haute. Et puis un cinquième signal qui a été donné à 367 € sur la cassure du plus haut historique. Je rappelle qu'en trend following, on peut acheter sur support, en redémarrage, en cassure de résistance, en cassure de nouveau plus haut historique. C'est tous les moyens de pouvoir rentrer sur le dossier. Je rappelle aussi que c'est une valeur qui peut être volatile, qui peut perdre 10% en 2 séances. De fait, si vous êtes moyen terme, et je pense que la plupart des gens qui traitent cette valeur sont moyen terme, il faut garder un stop relativement large. Vous avez une belle zone de soutien ici qui est entre 360 et 367 et donc on aura plutôt tendance, si on est un investisseur de moyen terme, à garder un stop large et à le placer sous cette zone de prix. Et puis on finit cette première partie de valeur avec Vinci qui, comme Airbus et ADP, était dans un large range avec une zone attractive en bas, une zone chère en haut et puis un prix médian. Et vous voyez qu'on est revenu ici un peu plus bas qu'MM200, on a testé la zone médiane et un ancien niveau ici, donc souvent il faut regarder par le passé. On a tenu la zone, ça a relancé à la hausse, et puis on est reparti vers la zone de résistance, vers les objectifs. Tout comme sur ADP et Airbus, on a atteint un premier objectif, c'est la zone des 88,50 testée début décembre, et si le CAC réussissait à continuer, on pourrait viser les 90-91 €. Alors vous remarquerez que je ne parle pas d'une éventualité de sortie par le haut parce que je n'ai pas envie d'anticiper. Je trouve ce range plutôt propre, donc tant qu'on sera dedans, ce sera achat en bas, vente en haut et puis on verra bien la suite. On passe aux valeurs internationales. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont proposé de belles idées. Avec Elastic, pour commencer, Elastic qui est une valeur trend following. C'est quoi une valeur trend following? C'est une valeur qui est en tendance haussière, court terme, moyen terme, long terme. Dans les valeurs que l'on va voir aujourd'hui, vous pouvez voir que le premier signal, c'est la cassure de la MM200. Car MM200, c'est vraiment une référence. Quand une valeur est au-dessus de sa MM200 jours, elle est haussière à moyen long terme et c'est là qu'elle nous intéresse, pas avant. Donc le premier signal est donné ici. Le deuxième signal, il est donné ici parce qu'on a une zone horizontale de prix, on la casse, c'est un signal. Ensuite, vous avez le pullback, qui est un autre moyen de rentrer. Ensuite, vous avez un second pullback, qui est encore un moyen de rentrer, et un quatrième pullback. Donc 1, 2, 3, 4 tests de support. Ici, on a un support horizontal qui vous permet d'acheter en mettant un stop sous le support. Vous n'étiez pas dedans, la valeur casse son plus haut annuel avec des volumes très importants. C'est un signal supplémentaire qui permet de rentrer sur la valeur et de se laisser porter. Elle est désormais dans un range. Elle est haussière à moyen long terme. Donc les acheteurs espèrent qu'on va casser la borne haute. Ils placent leur stop sous la borne basse. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, on espère un retour et un test positif de la borne basse ou bien une cassure des plus hauts annuels et historiques qui serait un énième signal acheteur. Ensuite, Fubo TV, ça c'est un exemple de valeur qui cote depuis quelques temps, qui a effectivement fait une green line breakout, mais on reviendra sur tous ces exemples-là plus tard. C'est une valeur qui est en trend following, simplement c'est une valeur qui est très suivie, pumpée par des personnes sur Twitter aux États-Unis qui ont des millions de followers. Là on ne parle pas de Nicolas Chéron qui dit « Ah, cette valeur est pas mal ». On parle de personnes qui disent « J'en ai acheté et ça va exploser, alors allez-y tous ». Et vous avez comme ça des valeurs qui s'envolent littéralement, soutenues par des conseilleurs aux États-Unis. J'aime pas trop cette valeur, j'aime pas trop les mèches hautes qu'elle fait ces derniers temps, j'aime pas sa volatilité parce qu'elle peut perdre 30% en 3 jours. Si vous avez l'habitude de trader ce type de valeur avec des petits montants et des stops larges, pourquoi pas. Tant qu'elle fait des plus bas de plus en plus haut, on dira qu'il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, un exemple de valeur moche. Là, vous voyez, on était dans une dynamique haussière. On a cassé MM200, pris appui sur MM200, on est rentré dans une dynamique haussière des prix, et puis on a eu une publication, je suppose, avec cassure de trend dossier, rupture de MM20, volume historique à la vente, et donc c'est là qu'on laisse le dossier, qu'on est stoppé et qu'on laisse les cours baisser.
Les cours sont au mieux neutres maintenant, posés sur un support, et il ne faudrait pas casser ce support, sinon on passerait carrément à baissier à court terme. En tous les cas, sur ce genre de configuration, je considère qu'il n'y a plus grand chose à voir. Ensuite, une superbe valeur, Exocorp. Donc là, on est un petit peu comme sur nos small caps françaises. Il faut comprendre que il y a des valeurs qui évoluent par phase. Donc ici, on a une phase baissière qui est très longue. Ensuite, on a une phase de range. Le fait de se mettre dans un range, un canal horizontal, va permettre de créer des bornes. Vous avez une borne ici à 5 $, approchez une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième, on passe. Alors vous avez un premier signal comme quoi il se passait quelque chose ici sur la rupture de MM200 avec des volumes historiques, une confirmation de la cassure de MM200 avec volume historique ensuite, et même pour ceux qui l'avaient manqué, le vrai beau signal, il est là, à 5,25, 5,30, avec de nouveau des volumes, de nouveau une cassure, c'est un signal d'achat. Ensuite, vous avez loupé la valeur. Elle est montée fortement et elle se met à consolider, puis elle se cale dans un triangle, avec des petites mèches ici très propres de plus en plus basses. Ça permettait de tracer ce beau triangle, avec donc ici, à la rupture du triangle, un nouveau signal acheteur. Et puis comme toujours en trend following, on casse le plus haut annuel, c'est un nouveau signal acheteur, on place son stop sous le chandelier de la veille ou de l'avant-veille ou d'un gap, et puis on se laisse porter. Et je dirais même qu'on avait un nouveau signal encore haussier hier, à la cassure des 8,18 $, les plus hauts des derniers jours. C'était un nouveau signal qui permettait de nouveau d'essayer de prendre le train en route. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux consécutifs qui vous permettent de rentrer plus ou moins bien dans cette valeur. Ensuite, ligne 2, alors c'est une valeur haussière à moyen long terme, mais on va dire bon père de famille, qui en plus est dans un range à court terme et donc ne m'intéressera pas particulièrement. On peut voir qu'ici on a une rupture des MM200, un test des MM200, un autre test des MM200. Donc si on était connaisseur de ce dossier et qu'on avait envie d'acheter cette valeur sur repli, on attendrait un éventuel retour des cours sur la borne basse du range, avec la MM200 qui va arriver en soutien, et c'est là que les acheteurs pourraient se présenter. Autre solution, si on est toujours dedans, placer son stop sous cette zone de latéralisation et espérer qu'on en sorte par le haut. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, la cassure par le haut serait même un nouveau signal haussier. Ensuite, Novavax, donc là on est dans de l'action très punchy, une action qui s'était réveillée l'année dernière. On a une latéralisation dans un range, et ici on a un volume historique avec un gap haussier et la rupture d'un niveau clé. Alors, vous allez me dire, parfois en France on a des valeurs qui font des gaps haussiers, puis derrière ça comble, etc. Là on est sur des valeurs américaines, c'est plus punchy. On a une rupture de résistance horizontale, on a un volume historique, donc c'est un signal fort. Et si on n'est pas rentré ce jour-là, on peut rentrer le lendemain, sur cassure du plus haut de la veille. Le lendemain, on valide le signal, on met son stop sous le trait bleu, et puis on attend. Le surlendemain, il y a encore un signal, nouvelle rupture de plus haut, on peut encore rentrer. Et ainsi de suite. Et vous voyez qu'un signal, il y en a encore eu un hier, avec la cassure des 300. Alors forcément, il y a un moment donné où ça consolidera et où on retombera. Mais c'est pour vous montrer qu'il y avait un signal ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième ici. Et il faut jamais dire j'ai loupé le train, je peux plus rentrer. Lorsqu'on a une valeur qui est très fortement haussière, qui est soutenue, il y a toujours un moyen de rentrer dessus, dans le sens de la dynamique de fond. Pfizer, c'est un exemple de valeur qui ne m'intéresse pas du tout. Baissière à moyen terme, MM200 complètement neutre, les cours qui cassent MM200 avec des volumes forts, un range au mieux. En gros, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, Shimano, qui profite de l'engouement autour du vélo, autour de valeurs comme Axel en Europe. Donc là, vous voyez un graphique avec des plus bas de plus en plus haut, une MM100 qui fait soutien, des plus bas de plus en plus haut qui permettent de remonter les stops au fur et à mesure, et des cours qui continuent de monter, donc l'exemple d'une belle tendance haussière. On va maintenant passer au trend following. Alors bien évidemment, on en a vu là des valeurs en trend following, mais on va dire qu'on va passer sur nos belles valeurs françaises de trend following.
avec Esker. Esker, avec laquelle je vous bassine peut-être un peu depuis un an. Elle a triplé en un an. Elle est très fortement haussière, mais plusieurs bémols. Bémol numéro 1, elle a oublié un gap sous ses pieds. Bémol numéro 2, on n'aime pas le chandelier là-haut avec cette longue mèche haute et des volumes relativement forts. Bémol numéro 3, divergence RSI, avec un RSI qui ne fait pas de nouveau plus haut alors que les cours font des nouveaux plus hauts. Donc il y a des chances qu'on soit sur une zone de consolidation, de prise de bénéfices. De fait, si on en a, il ne faut pas oublier d'alléger. Si on est moyen long terme, il faut utiliser des stops larges, soit sous le gap à 220, soit carrément sous les 210. Et puis je pensais surtout à ceux qui n'en ont pas. Sur Esker, on parle de poser des épuisettes. Qu'est-ce qu'une épuisette? C'est un ordre d'achat à cours limité sur un prix inférieur au cours. C'est-à-dire que vous allez mettre un ordre d'achat en attente, par exemple ici sur le comblement du gap à 220 ou à 221 euros, et vous espérez en fait que la valeur va consolider, va faire une de ces mèches comme elle a l'habitude de le faire, et qu'elle va faire un trou d'air vers les 220, tester la zone, prendre votre achat, combler le gap, puis, espérons-le, rebondir dans le sens de la tendance afin de la préserver. Donc c'est ainsi qu'on peut rentrer sur repli éventuellement sur ce type de dossier. Ensuite, on parle de Gossin. Gossin qui est une belle valeur trend following avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, un parcours absolument magnifique l'année dernière. On peut constater que on est dans une belle dynamique des prix. Alors est-ce qu'elle va tenir mon oblique ici ou est-ce qu'elle va se mettre dans un range? Je ne sais pas. Du coup, quel pourrait être le signal qui me dirait attention, les acheteurs sont de nouveau là et ça redémarre? Pour l'instant, les volumes sont descendants. On est dans une consolidation, il ne se passe plus rien. Donc, ce que je vais attendre, c'est tout simplement la rupture des 10,75€, 10,80€, soit les plus hauts des dernières séances et de la MM 20 jours. Et je vais pouvoir placer non pas un ordre limité sur repli, mais cette fois un ordre d'achat à seuil de déclenchement. C'est-à-dire que si la valeur sort de son range à 10,80€, je vais mettre un achat à 10,85€, de telle manière que si les cours commencent à s'extraire du range, mon achat va être passé automatiquement sur le marché, en espérant que par la suite la hausse continue. Là vous allez me dire, oui mais Nicolas, parfois on va casser un petit peu la borne haute d'un range, on le réintègre. Et donc je vais acheter en séance, je ne vais pas être forcément dedans, et puis je vais me retrouver en perte le soir. Ça fait partie du jeu. Parfois, vous allez essayer une fois, deux fois, trois fois. Vous allez perdre une fois, deux fois, trois fois, 2, 3, 5%. Sauf que la fois où ça passera pour de bon, vous allez parfois gagner 10, 20, 30, 40%. Donc, le jeu en vaut la chandelle. En essayant de faire des achats à seuil de déclenchement et en espérant que l'accélération soit là et que ça vous rembourse largement les 2 ou 3 stops que vous aurez pris éventuellement précédemment. Median Technologies, je vous ai publié le graphique sur Twitter hier, elle était dans un triangle, elle est en train de s'en extraire, elle a donné un premier signal en cassant les plus hauts de la semaine dernière à 8,15, elle a donné un deuxième signal en cassant les plus hauts du mois de janvier à 8,30. Les volumes sont énormes et elle est en train de tester la zone des 8,50€. Vous voyez que c'est encore une barrière à casser puisque c'est les plus hauts de novembre dernier qui correspondent aussi aux plus hauts de juin dernier. Il faudra s'affranchir des 8,50 pour valider pour de bon cette sortie de triangle avec un premier objectif théorique sur les plus hauts de l'année passée. Et puis ensuite, il faudra regarder beaucoup plus haut. En effet, si on part du principe, en excluant un petit peu les excès haussiers-baissiers, qu'on était dans un range, et donc on reporterait à la cassure de ce range la hauteur précédente, ce qui nous donnerait un objectif vers 11 ou 12 euros. Donc à confirmer sur cette valeur. Ensuite, Novonix, ça c'était juste un exemple d'une valeur ici cotée en Australie pour vous montrer que les marchés ont une mémoire. Alors, si à force de regarder mes émissions, vous pensez que l'analyse technique ça sert toujours à rien, c'est vraiment que je fais mal mon boulot et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'essaie de vous montrer par A plus B que le marché a une mémoire des prix travaillés par le passé. Ici, en inscrivant une mèche à 2,40, 2,41, le marché a créé une résistance. Or, cette résistance a cédé avec un gap haussier et des volumes très forts fin janvier. On est monté très vite, on est revenu tester, donc le pullback,
et on se stabilise maintenant au-dessus de cette zone. Tant qu'on est au-dessus de cette zone des 2,30, 2,40, on est au-dessus d'un pivot, on est au-dessus d'un support et les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main. Si et seulement si par contre on venait à casser la mèche basse du 1er février, qu'on repassait sous les 2,30 €, la tendance haussière s'estomperait et on aurait des risques de combler le gap et de revenir ici sur les 2,10. Autre valeur, trend following, mais chez les grosses cette fois, 4,40, STM, qui est haussière en données journalières, en données hebdomadaires, en données mensuelles. Il y a plusieurs façons de rentrer en trend following dans une action. Il y a le fait de rentrer sur les replis, dans le sens de la dynamique haussière. Et puis il y a le fait d'acheter les cassures de résistance, auquel cas on attendra la rupture des 34,90 € pour pouvoir se placer à l'achat. Je vous rappelle que Zone Bourse est à l'achat sur ce dossier à 25 € dans le cadre de son portefeuille de moyen terme. The Blockchain Group. Alors plusieurs choses à dire. La première, c'est que parfois il faut laisser du temps au temps. Souvenez-vous, quand on a cassé les 1,50 € ici, elle est partie très rapidement à 2,50 € et puis ceux qui voulaient rentrer dedans, et notamment moi qui écrivais des petites stratégies dessus, j'avais un peu manqué le coche. Mais du coup, plutôt que de me forcer à courir après, quand on était à 2,20 ici, je vous avais dit attention, si elle casse MM20, on pourrait avoir un repli significatif et on pourrait donc revenir dans la zone des 1,60, 1,70. Ça a été le cas, vous avez été très nombreux à en avoir acheté ici, à me l'avoir dit sur Twitter. Donc vous gagnez entre 20, 30, voire 40%. Et on a atteint un premier objectif majeur à 2,40 aujourd'hui qui peut donner peut-être envie de prendre un petit peu de bénéfice. Mais sinon, on est dans une dynamique haussière de moyen terme, on est sur une action qui est soutenue, on vient de passer d'un support à une résistance, il serait donc légitime qu'on consolide un peu, en attendant, en espérant la prochaine news qui nous permettra de casser les 2,40. En cas de cassure des 2,40, ce serait donc un nouveau signal haussier, soit pour ceux qui en ont déjà qui veulent renforcer, soit pour ceux qui n'en ont pas qui voudraient rentrer sur cassure. Et puis dernière chose sur ce titre, j'ai entendu beaucoup de gens parler d'une ETE potentielle. Alors une ETE, c'est une épaule, tête, épaule. Et beaucoup de gens craignaient qu'on fasse une épaule, tête, épaule quand on était à 2,10, c'est-à-dire qu'ils craignaient que la valeur revienne à 1,60, voire même que par la suite on les casse. Sachez qu'une épaule, tête, épaule ne doit jamais s'anticiper. Une épaule, tête, épaule n'est valide qu'à la cassure de sa ligne de coup, donc à la cassure des 1,60. Donc quand on était à 2 €, je ne sais pas qui vous a mis ça en tête, parce qu'il y a au moins 20 personnes qui m'ont posé la question, il n'y avait pas de risque de TE. On faisait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc on est dans une dynamique haussière, donc on vise les records. Et puis une fois qu'on arrive au record et qu'on fait une pause, on prend des gains ou on remonte ses stops, et puis on patiente. Et les stops, pour ceux qui sont court-termistes, ils vont sous 1,92. Pour ceux qui sont long terme, ils sont carrément sous les 1,50 en mode tranquille, parce que pour certains, dans l'année, de par déjà l'adoption des particuliers autour de la blockchain et du Bitcoin, cette valeur profite. Alors, c'est pas une valeur qui profite du Bitcoin, mais elle profite de l'engouement autour du Bitcoin. Et si on casse les 2,40, après on vise de nouveaux records, donc 2,80 et pourquoi pas 3 €. Autre valeur trend following, Verimatrix. Alors vous voyez, il y a déjà tous les traits tracés puisque j'ai déjà enregistré cette émission une première fois. Alors Verimatrix, on en a parlé sur Twitter à 2,80 et je vous disais, là on est sur un beau support, il faut absolument le tenir. Du coup, il y en a qui ont acheté les 2,80 avec un stop juste en dessous. Si vous achetez à 2,85 avec un stop à 2,75, vous avez un stop de 4%. Et votre objectif, c'est, quand on est sur support ici, de viser les anciens plus hauts. Donc vous achetez 2,85 avec un objectif de 14% de hausse. Vous avez donc un stop de 4% pour un objectif de 14%. Ça fait un ratio risque-gain de 1 pour 3,5. Ça veut dire que vous visez 3,5 fois plus de gains que votre perte potentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avec un tel ratio, vous pouvez seulement gagner un trade sur 5 ou un trade sur 4 que dans le temps, votre portefeuille continuera de monter. Vous avez eu donc la tenue du support à 2,80. Ensuite, il y a eu une cassure à 2,97 qui était un premier signal qui permettait d'acheter. Une deuxième cassure ici à 3,10 qui permettait d'acheter.
Alors bien sûr, si on arrive un peu en dernier, après 15% de hausse et qu'on achète la cassure des 3,25, on s'expose un peu plus à avoir un timing pas forcément opportun. Du coup, soit on achète les 3,25 sans se poser de questions en mettant un stop large, soit on va tout simplement patienter en vue d'un repli sur support, un test de cassure. Et donc vous voyez ici le trait est déjà sur le graphique. Les 3,10 anciennes résistances font désormais support. Et donc on va placer un ordre d'achat entre 3,10 et 3,15 pour profiter d'un éventuel pullback avant un éventuel redémarrage. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu dis éventuel démarrage? Comment on sait que ça va repartir? Ben on ne sait pas. Tout simplement, la probabilité d'une hausse dans une tendance haussière est bien supérieure à la probabilité d'une hausse en tendance baissière. Donc on aura beaucoup plus de chances qu'une valeur qui est fortement haussière comme Verimatrix, une fois qu'elle a testé un support, et bien qu'elle continue de monter et qu'elle aille chercher de nouveaux records. Et puis on finit avec une dernière valeur en Hollande cette fois-ci. Une belle valeur qui fait penser un peu à Fastned, dont je vous avais parlé dans une émission récemment, ou à Calray. D'ailleurs, on va la regarder, Calray, pour le plaisir des yeux. Je vous en avais parlé ici dans cette émission mardi 2 février, on était à 39 €, elle est passée à 47 €. Elle a gagné 20% en une semaine. Vous gagnez 20% en une semaine et vous arrivez sur des plus hauts, vous voyez que ça résiste, et bien vous pouvez soit 1, augmenter votre stock de protection, soit 2, prendre une partie de vos bénéfices. On revient sur Vivorion. Vivorion, ce qui est pratique, c'est qu'elle se met dans une latéralisation horizontale. Donc toujours cette même théorie sur Inventiva ou d'autres valeurs qu'on vient de voir. On est dans un range. Les plus agressifs attendent la borne basse du range et si réaction positive sur la borne basse, ils font un premier achat avec un stop dessous. Et puis ceux qui n'en ont pas et qui veulent rentrer sur signal, ils mettent potentiellement une alerte ou un ordre d'achat à seuil en cas de cassure des 15,75, 15,80. Et si on sort par le haut, eh bien, dans le sens de la tendance, ils réalisent un achat pour jouer la poursuite de la dynamique haussière. C'est le concept du trend following. On arrive, il est 50 minutes d'émission, c'est pas mal, j'ai battu mon record de tout à l'heure. On arrive sur le Green Line Breakout. Alors qu'est-ce que le Green Line Breakout? Premièrement, si vous voulez un article complet dessus, vous tapez Green Line Breakout sur Google et vous tomberez sur cet article. Si vous ne parlez pas anglais, rassurez-vous, je vais en rédiger en français sur le site Zonebourse très bientôt. Le concept du Green Line Breakout, ce n'est pas la cassure d'un plus haut historique. C'est le concept de la cassure et des premiers jours de cotation, pas forcément du cours d'introduction, mais du plus haut marqué à l'introduction, lorsque ce dernier se confond avec un plus haut annuel et historique. On introduit la valeur, elle teste une zone, elle n'y arrive pas, elle revient tester une zone, elle n'y arrive pas, elle revient tester et elle passe enfin. Ça, c'est la fameuse Green Line Breakout. Alors je vais dire ce mot à peu près 50 fois dans les 10 minutes qui viennent, désolé par avance, mais je vais vous montrer plein d'exemples et on va réussir à définir deux catégories de Green Line Breakout. Soit des valeurs qui sont neutres, proches de leur cours d'introduction et leur plus haut historique et qui vont d'un coup décaler à la hausse et créer une Green Line Breakout, auquel cas on va dire que ce sera quelque chose de très puissant et le début d'une belle aventure, auquel cas il y a un potentiel très fort. Et on verra une deuxième catégorie de Green Line Breakout qui sont des valeurs qui sont déjà montées très fortement avant de réaliser la Green Line, mais qui, une fois qu'elles la font, prennent rapidement 30-40%, puis se calment. Et donc, on va essayer de scinder comme ça en deux catégories. Mais pour démarrer cette explication sur le Green Line Breakout, je vous montre le plus bel exemple que j'ai trouvé. C'est pas une valeur très liquide, mais ici, c'est l'exemple théorique qui compte. Donc, la valeur est introduite en bourse. Le premier jour, elle va toucher les 6,60, 6,59, 6,60. Cette valeur, c'est Polyc-Monnerie. C'est une société bretonne spécialisée dans les farines. C'est original, mais franchement, c'est une belle aventure d'une belle société française qui s'introduit en bourse. On a donc la valeur qui s'introduit en février, pas au bon moment, c'est le Covid, ça baisse, c'est la cata. On revient tester les plus hauts annuels et historiques qui correspondent au premier jour d'introduction. On revient tester et enfin ça passe. Ça, c'est la Green Line Breakout, c'est un volume historique, une cassure majeure.
Pourquoi est-ce que c'est plus important que tout? Eh bien, c'est parce que pour la première fois dans la vie de cette action, les actionnaires vont être prêts à payer un prix plus cher que le prix qu'ils ont accepté de payer depuis l'introduction de cette société. Il y a donc un changement d'état d'esprit des opérateurs sur le dossier qui sont prêts à payer plus cher parce qu'ils pensent que justement cette valeur va continuer à la hausse. Donc on a un premier signal qui est la cassure franche, qu'on peut acheter avec un ordre à seuil de déclenchement, tout simplement. La valeur monte, elle consolide. Là, vous avez des acheteurs agressifs qui vont profiter du repli sur la moyenne mobile à 20 jours pour se placer. Ensuite, on a la naissance d'un trend following. En fait, la Green Line Breakout, dans ce cas-là, donc souvenez-vous, cas numéro 1, Green Line Breakout, où on est neutre pendant un certain temps puis on casse, c'est les plus violentes, c'est les plus fortes. Suite à cette Green Line Breakout, on a la naissance d'un trend following. Et puis je vais vous montrer un deuxième exemple, qui est un exemple où une valeur de trend following fait un Green Line Breakout. Vous allez comprendre. Donc, signal 1, signal d'achat 2 potentiel sur repli, signal d'achat 3, ici ce chandelier avec les volumes et la relance haussière, en anticipation de la cassure des plus hauts annuels. Et puis, quatrième signal, lundi 8 février, hier, gap haussier, volume historique, nouveau plus haut, c'est fort, on a envie d'y aller, on achète, on met un stop large, et puis on se dit, ça y est, je suis au début de quelque chose, c'est une valeur qui vient de faire un green line, c'est une valeur qui devient trend following, donc je me place. Et ceux qui ont osé rentrer hier gagnent 12% aujourd'hui, et c'est peut-être le début d'une belle aventure. Le deuxième type de Green Line Breakout, c'est Valneva et Osé Immuno. C'est-à-dire que plutôt que ce soit des valeurs qui cotent depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ici Valneva, c'est une valeur qui cote depuis plus de 10 ans. Et donc on était coincé entre 2 et 9 euros. On a ici à 9 euros donc les premières cotations suite à l'introduction. On voit qu'en décembre 2020, on touche les 9 euros, puis on bute, puis on redescend, puis là, boum, ça passe en force. Alors il y a beaucoup de gens qui se disent, on avait atteint un objectif haussier théorique majeur. C'est vrai, en atteignant les 9 euros, on atteignait vraiment un objectif et ça pouvait par la suite retomber. C'est ce qui arrive très souvent. Mais là, on avait de l'actualité, des bonnes news, du gap historique, des volumes historiques, donc vraiment quelque chose de très fort sur Valneva, qui en plus est passé sur TF1, sur BFM, etc. Donc on avait à 7,30, on en avait parlé tous ensemble, elle gap à la hausse à 9 euros, elle revient tester son gap, elle revient tester une deuxième fois, ça c'était pas forcément simple, mais ensuite il y a le redémarrage haussier, ensuite souvenez-vous les mèches, le marché se souvient des prix, on fait une mèche là à 11 euros, on refait une mèche ici à 11 euros, donc on se dit si ça casse, nouveau signal haussier potentiel, donc là tac, on met un ordre d'achat si on a loupé les 9, les 10 à au-dessus des 11 et on profite de l'envolée, j'avais envie de dire finale, on va dire une envolée forte. La différence entre Polygmenery qui était neutre et qui démarre un trend following, c'est qu'ici on était dans un trend following déjà depuis des mois et à la suite de ce trend following et parce que la valeur est sous les projecteurs, on opère le Green Line Breakout en cassant et en accélérant et en prenant 30, 40, 50% rapidement. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas le début de quelque chose, mais pas non plus la fin de quelque chose. Je voudrais pas dire que Valneva ira pas plus haut, mais peut-être qu'à court terme, on a consommé une bonne partie de l'énergie de la hausse. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas oublier que quelqu'un qui se pointe en retard et qui achète en pleine euphorie à 11 euros parce qu'il a entendu à la télé que Valneva faisait des recherches sur le Covid, cette personne-là a gagné 35% en l'espace de 3 jours. Vous vous rendez compte ? Donc faut aussi, quand on fait dans cette deuxième catégorie de Green Line Breakout, j'aurais tendance à dire que quand on gagne 20, 30, 40% rapidement, il faut savoir prendre un tiers, la moitié de ses gains et dire merci marché. Après, si vous aimez le dossier, si vous avez envie de tenir un solde de position, faites-le. Mais
prenez quand même des gains. Hier, sur Valneva et OSE Immuno, je disais bravo à tous ceux qui sont dedans, bravo, c'est magnifique, c'est haussier, mais concrétisez des gains. Ensuite, je vais vous montrer une petite dédicace à notre ami Tradosor, qui est spécialiste d'analyse technique comme moi. Le fonctionnement, alors c'est la Tradobulle, c'est quand les cours sortent des bandes de Bollinger. Donc je vais nettoyer un peu mon graphique que vous puissiez mieux voir. Regardez, je vous ai déjà expliqué par le passé des valeurs qui fonctionnent toujours de la même manière. Je vous avais expliqué ce fonctionnement avec Equinox. Vous voyez, Equinox fait du Equinox. Elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse, toujours avec des obliques. Bref, Equinox fait du Equinox. De la même manière que Nekon fait du Nekon avec ses mèches basses. Elle a toujours le même comportement. Elle monte, elle fait une mèche, elle monte, elle fait une mèche, elle monte, elle fait une mèche. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je pense et espère que bientôt elle cassera ses plus hauts annuels et historiques et qu'elle ira en direction de mon objectif des 9,50€, 10€. Donc, Valneva, je vais y arriver. Troisième fois que je fais cette émission aujourd'hui, n'oubliez pas. Lorsque Valneva fait du Valneva, faut faire attention. Qu'est-ce que Valneva fait quand elle fait du Valneva? C'est-à-dire qu'elle sort des bandes de Bollinger, une séance, 2 séances, 3 séances en dehors des Bollinger, réintégration. Une séance, 2 séances, 3 séances en bord de Bollinger, on réintègre. Et là, on avait fait quoi? Une séance, 2 séances, 3 séances en dehors des bandes de Bollinger, et on réintègre. Alors, il n'est pas forcément dit qu'on consolide très fortement par le passé, quoique les statistiques nous laissent entendre que ça va être le cas, et c'est la raison pour laquelle j'invitais à prendre une partie de ces bénéfices, parce que, vu le chemin parcouru, pour la prochaine salve haussière, le dépassement des plus hauts historiques, je pense qu'il faudra de la news, et s'il faut de la news, ça veut dire qu'on peut végéter un certain temps avant de l'avoir. Donc si vous étiez plutôt dans une optique de court terme, vous noterez qu'à chaque fois qu'elle a fait ça, elle s'est ensuite calmée. C'est la raison pour laquelle hier je disais de faire gaffe. Sachant cela, regardons nos valeurs de la liste. Acoustique Technologie. Alors, ici, c'est une variante de Greenline Breakout, parce que contrairement à Polymmonry, où le cours d'introduction se mêle à une zone horizontale, alors c'est le cas ici, et c'est pour ça que c'est un peu une variante. Vous voyez, l'introduction s'est faite là, et elle correspond à une zone horizontale très travaillée. Donc, une Greenline Breakout, on est d'accord, on prend les premières cotations, premier jour ou première semaine, on fixe le plus haut, qui est le plus haut historique, et la Greenline Breakout, elle commence à 14. Simplement, vous voyez que, je vous ai expliqué tout à l'heure, 2 catégories. Catégorie 1, Polymmonry, on est neutre, on casse, on débute un trend following. Catégorie 2, on est déjà en trend following, on valide un Greenline, et on envoie 30% très rapidement, mais il faut savoir aussi prendre des gains après ces 30% rapides. Ce qui est génial ici, sur cette valeur, c'est que c'est super propre. Regardez cette zone-là qui correspond à l'intro et qui correspond à une zone très travaillée pendant des semaines, des mois, voire même 2 ans. On a une zone horizontale de prix testée par les mèches, toujours ces mèches qui nous créent en fait des zones de soutien, 1, 2, 3 mèches. Donc là, la 4e fois, ça c'est un signal fort, signal en plus accompagné par des volumes. Vous voyez bien que sur mes émissions, le stochastique, le MACD, tout ça, on s'en tamponne. On veut une zone horizontale, une cassure, un volume. Ça veut dire que les acheteurs sont là et on démarre quelque chose. On a un trend following qui s'opère, 14$, on fait une mèche, on recasse, boum, Greenline Breakout, tac, 30% rapide. Et on en prend une partie et si on veut, on laisse le solde courir en espérant que ce soit le début d'une aventure et pas la fin. Ensuite, alors vous allez me dire, est-ce qu'il va nous montrer des Greenline Breakout qui ne sont pas encore faites? Oui, je vais vous en montrer. Je vais même vous en montrer qui fonctionnent et d'autres moins. Par exemple, 908 de Weiss. On peut dire que dans les 5 premiers jours de cotation, elle a créé une zone. Donc l'introduction est là à 45, le plus haut historique est à 73. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup. Mais quand on regarde une action après, sur des mois, des années, on se rend compte que ça c'était le démarrage, le marché prend ses marques. On a la création d'un pivot à 73,80-74. On reteste ce pivot ici jeudi 4 février. Et on va casser ce pivot. Option numéro 1. J'attends la cassure en cours de clôture du Greenline Breakout pour rentrer. Auquel cas, je ne suis pas rentré.
Option numéro 2, j'étais pas devant, j'ai fait comme m'a dit Nicolas, j'ai mis un ASD. Donc j'ai été fait à 74 $. Et on a clôturé à 71,50 $, donc je perds déjà 4-5%. Option numéro 1, je coupe, je prends ma perte et je remets un ordre d'achat au-dessus du plus haut historique, cette fois à 75,50. Option numéro 2, je me mets un stop sous le plus bas des dernières séances. Option numéro 3, je coupe et je prends ma perte, je l'ai déjà dit. Et je vous le répète, on va perdre parfois une fois, 2 fois, 3 fois, 3, 5, 7%, mais quand ça passe, vous l'avez pu le constater par les exemples que je vous ai montrés, quand ça passe, ça va très vite. Et donc ça rembourse largement tous les autres stops. Ensuite, Advicienne. Alors sur Advicienne, il ne faut pas se tromper. Regardez soit sur ProRealTime, soit sur ZoneBourse. Vous allez me dire, j'ai pas ProRealTime, c'est gratuit. Je vais vous répondre, ProRealTime, vous allez me dire, ProRealTime, je l'ai pas, c'est payant. En fait, non, ProRealTime, en version clôture journalière, sans les cours en temps réel, vous pouvez l'avoir gratuitement. Mais autrement que ProRealTime, vous allez sur ZoneBourse. ZoneBourse, c'est gratuit. Les fiches valeurs, les graphiques, tout ça, c'est gratuit. Vous ouvrez votre graphique sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous regardez tout l'historique. Et vous vous rendez compte que le cours d'introduction et le plus haut historique, c'est ici à 14,18 €, 14,20 €. Donc Advicienne, pour l'instant, est dans le même cas que Valneva, c'est-à-dire qu'elle revient des limbes, elle remonte fortement, elle est en trend following sur les derniers mois, mais elle n'a pas encore fait son green line breakout. Donc pour le moment, les opérateurs font du trend following. Regardez, premier signal d'achat ici, cassure d'oblique baissière plus MM200, j'adore l'analyse technique. Deuxième cassure ici, troisième pullback, quatrième redémarrage. Là, il y a un tout petit truc qui me plaît pas, c'est l'oblique qui passe par les plus hauts qui bloque. Donc je me dis que si ça grappille petit à petit, là, il va nous falloir quelque chose. Il va nous falloir une publication, une news, pour que l'on puisse casser cette oblique à 13,30, aller chercher les 14,20 € et enfin démarrer le Greenline Breakout. Donc pour l'instant, vous êtes en trend following sur les derniers mois. Et vous espérez le Greenline Breakout pour encore avoir une aspiration haussière avec à la clé 20, 30, 40%. On retourne aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça blague pas. Et toujours ce concept des marchés qui se souviennent du passé. Regardez ici, les premiers jours de cotation, 68 $, on fait un plus haut historique. Et là, il y a un gap haussier historique le 1er février avec volume historique. Donc, souvent en France, quand on a un gap haussier, on se dit ouais, il va être comblé. Alors le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. Parce que là, en fait, on a un gap haussier qui correspond à la cassure d'un plus haut historique, à la mise en place d'un Greenline Breakout, avec un volume historique. Donc ça, c'est quand même ultra strong comme signal, et ça permet de tenter d'acheter en mettant un stop sous la zone de gap, sous la mèche de ce chandelier-là. Et puis si vous voulez pas acheter là, vous achetez le lendemain sur cassure du plus haut, ou le surlendemain sur cassure du plus haut, ou ainsi de suite. Et vous voyez que même si vous avez acheté à 80, aujourd'hui vous gagnez 20%. Donc vraiment, aux États-Unis, ça blague pas. Après, en France, on peut en trouver. Il y en a un peu moins, mais il y en a. Hein. La preuve, Paulic Meunerie qui vend de la farine pour boulangerie, on a fait une magnifique. Ensuite, Greenline Breakout sur Alchimie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont partagé des exemples. J'aurais pas pu faire tout ça sans vous. Donc ici, Greenline Breakout, c'est les 16,26 €. C'est le plus haut, la première séance, le plus haut historique. Donc, on avait une valeur qui était basse, qui était neutre. Avant d'attendre la Greenline Breakout, il y a ça. Sortie de range. Sortie de range, volume historique. Ça ne ment pas. Changement d'état d'esprit, premier signal. Vous n'avez pas pu suivre ce signal, c'est pas grave. Greenline Breakout, deuxième signal. Vous n'avez pas pu suivre ce signal, pas grave. Vous attendez un éventuel pullback, un repli pour tester la zone avant d'éventuellement repartir dans le sens de l'impulsion haussière. Et vous mettrez alors un stop sous le chandelier ici, qui est le chandelier qui donne le signal, et puis qui vous donne de la marge par rapport au support. Ensuite, American Well Corp. J'espère que ça vous plaira cette émission, parce que là, donc, l'introduction est à 23, le plus haut des premiers jours est à 42, donc c'est pas un Greenline Breakout parfait, mais c'est pas grave. On a quand même la création d'une zone, la création d'un range, et en plus, en haut de ce range, on a un test, deux tests.
Donc on voit bien que le titre essaye, qu'il n'y arrive pas pour le moment, et là on se dit, je vais mettre un ordre d'achat à seuil de déclenchement au-dessus du plus haut historique. Si on casse ce plus haut, on sort d'un range, on valide le green line, et c'est parti. Par contre, je trouve ça un green line, on va dire, amoindri, un peu moins beau. Parce que ce que j'aimerais, moi, c'est que le cours d'intro soit ici et corresponde au plus haut historique. J'aime bien quand le plus haut historique et les plus hauts se confondent, comme sur Pollock Munry. Alors qu'ici, on a déjà cassé les cours d'introduction, et en fait, ce ne serait que le lancement en trend following, c'est-à-dire la cassure d'un range par le haut et la naissance d'une tendance. Un superbe exemple ensuite, on retourne en France avec Miliboo. Miliboo qui a été élu récemment par un classement dans le top 50 des valeurs de croissance européennes. Donc là, pareil, on prend du recul, on se rend compte que Miliboo, elle a été introduite en 2015 et que son plus haut historique était à 4,60. On est revenu tester ici ça en 2017, on est revenu tester ça ici en janvier 2020 et ça n'est pas passé. Et là, ça passe enfin. Donc, green line. Alors comme vous pouvez le constater, et comme on le voit depuis le début de cette émission, premier signal cassure des MM200, deuxième signal pullback sur MM200. Vous allez me dire oui Nicolas t'es bien gentil, mais ici elle était en pleine chute, alors acheter au plus bas c'est pas possible. Et je vous répondrai oui, je suis totalement d'accord. Mais l'avalement haussier ici est beau, avec un retour des volumes. Ou ensuite vous achetez la cassure du plus haut, annuel, nouveau signal. Ou ensuite vous rachetez encore la cassure du nouveau plus haut, nouveau signal. Ou ensuite vous achetez le green line breakout. Le green line breakout, il est là. Alors ce qui est génial, c'est que vous voyez ici ce chandelier du 22 janvier. Il est venu tester le plus haut historique une première fois, mais on n'a pas réussi. Et ensuite, tac, on y retourne avec des gros volumes et cette fois ça passe. Il est là le green line. Et il est propre. Donc on peut acheter le gap. Et vous voyez tous les gaps que je vous montre depuis tout à l'heure se font dans des green line breakout parce qu'il y a et cassure de résistance avec volume, mais aussi cassure de plus haut qui est un plus haut annuel, historique et cours d'introduction. Donc c'est comme une nouvelle aventure sur cette action. Et donc si vous avez acheté à 4,74, vous avez gagné 20% en 2 jours. Certains prendront un petit peu de gain, d'autres gardent leur position avec un stop sous la zone de gap. Pour se prémunir, sait-on jamais, bien évidemment, je ne le souhaite pas, vous le savez maintenant à force, mais je parle aussi pour les retardataires, qui voudraient pouvoir rentrer et qui espéreraient donc qu'on revienne tester soit la zone horizontale, soit carrément le gap, puis qu'on reparte à la hausse dans le sens de la tendance. Et c'est pour ça que pour ceux qui sont rentrés, même tardivement, et qui veulent la garder à moyen long terme, le stop, il est sous le gap. Osé Immuno, c'est la catégorie 2 des green lines. Elle était déjà en trend following et elle a validé son green line breakout. On regarde dans le passé, introduction vers 11, plus haut historique vers 12,60 dans les semaines qui ont suivi. Donc 12,60 c'était le green line. Sur Osé Immuno, on en avait parlé ensemble dans une émission le mardi 5 janvier. Je me rappelle comme si c'était hier. Ce que je vous avais dit, c'est une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut avec une MM200 en soutien. On est dans un range, en cas de cassure du range par le haut, c'est un signal fort. Premier signal donné ici sur cassure du range. Ensuite, vous voyez qu'on se met dans un nouveau petit range. Donc, deuxième opportunité de rentrer à l'achat ici par la cassure. Troisième opportunité de rentrer ici avec un gap haussier des volumes historiques, la cassure des 11. Quatrième opportunité avec gap haussier et cassure des plus hauts annuels et historiques, un green line breakout, qui vous donne 20% dans la journée. Et alors aujourd'hui on assiste à des prises de bénéfices, on est à moins 6, il ne faut pas s'étonner, elle vient de 7 €, elle est à 14. Donc il faut savoir aussi prudence garder. Oui, Osé Immuno et Valneva sont sur le devant de la scène, mais il ne faut pas oublier d'où elles viennent, et même si elles ont fait des green line breakout, c'est la catégorie 2 des green line. C'est pas une latéralisation puis une forte hausse, c'est une poursuite d'une forte hausse, comme une hausse finale. Alors, quand je vais dire ça, il y en a qui vont sauter au plafond, qui vont dire « Mais non, Osé Immuno, c'est de la recherche, ils vont trouver, et puis ça va cartonner, et puis c'est la valeur française. » Oui, vous êtes beaucoup à me l'avoir dit en amont, et je félicite tous ceux qui y croient depuis les 5, 6, 7 €. Mais on vient de prendre 100%, on vient de faire une envolée, on a une surmédiatisation, donc il ne serait pas étonnant que ça latéralise en attendant de nouvelles infos.
Ensuite, Recticel à Bruxelles, valeur sur laquelle j'ai fait une analyse sur Zone Bourse vers 11 euros pour viser les 13,30. Là, c'est spécial. Pareil, il faut regarder le graphique sur 20 ans. Alors là, pareil, c'est une green line bis. Vous savez, tout à l'heure, on regardait une valeur où le cours d'introduction était plus bas que le plus haut historique. Je ne sais plus laquelle parce que là, je fatigue un peu, mais vous avez l'introduction ici qui s'est faite vers 10 euros. Et vous voyez que ces 10 euros, c'était les plus hauts de 2018 qui étaient les plus hauts de 10 dernières années. Donc on avait un quasi green line ici à 10,50 euros, sauf que c'en n'est pas un puisqu'on n'était pas au-dessus des plus hauts historiques. Mais c'était déjà beau. Et là, on est en train de faire le second green line, qui n'est pas non plus un green line parfait puisque les plus hauts historiques ne correspondent pas au cours d'introduction. Mais on va dire que c'est l'esprit de la chose. On a cassé des plus hauts de 10 ans, on est en train d'essayer de casser des plus hauts historiques. Donc là, ça va être important dans les semaines qui viennent. Tant qu'on fait des plus bas, des plus hauts, de plus en plus hauts, bah ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, si on retombe, qu'on casse MM20, qu'on rechute vers 11 euros, il y a des chances qu'en fait on fatigue et qu'elle soit en train de bloquer sous ses plus hauts historiques et que cette fois-ci, ça ne passe pas forcément et que peut-être elle ait besoin de reprendre son souffle. Je suppute, hein, elle peut très bien dans quelques séances casser son plus haut à 12,80, valider un nouveau plus haut historique et continuer sa hausse. Mais simplement, voilà, on sait qu'on est sur zone et qu'il faudra surveiller ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Ensuite, Skills, super exemple de green line, mais alors là, dans la simplicité la plus grande. Introduction, range, cassure de range. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, t'as vu? Il y a eu une fausse cassure ici. Oui, vous avez payé ici, elle a baissé de 10-15%, vous vous êtes fait stopper. Ça arrive, c'est le trading. Vous avez repayé là, sur nouvelle cassure, vous avez gagné 70% en 3 semaines. Donc ça vaut parfois le coup de se battre et d'y retourner. Si c'est pour perdre 15% la première fois, gagner 30% ou 40 ou 50% la seconde. Vous n'êtes pas rentré sur le green line breakout parce que vous n'étiez pas là. Vous voyez que la valeur se stabilise sous une zone horizontale. Ici, c'est un nouveau signal. Mercredi 3 février, nouveau plus haut historique, trend following, signal, et le lendemain, boum, plus 30 encore le surlendemain. Vous avez payé 30, elle est à 45, vous gagnez 50% en 3 jours. Ensuite, Sonos, là on est dans aussi du green line breakout, mais en 2 temps, un peu comme Valneva ou Immuno. Regardez ici cette zone horizontale comme elle est belle. Hop, sorte de tasse avec anse gigantissime, retasse avec anse ici, cassure avec gap haussier, donc ça c'est super dur à prendre, on peut pas trop. Mais on va surveiller ensuite le green line breakout à 23,60$ et on va acheter la cassure du plus haut historique ici avec un stop dessous. En achetant à 24, on est aujourd'hui à 31, ça vous fait un beau gain, tac, tac, de 30% en l'espace d'un mois et demi. SOS. Là, c'est du green line breakout pas propre, relou. Regardez, ici on fait le plus haut, on le reteste là, jusqu'ici tout va bien. Ça, c'est la bougie chiante. On ne sait pas trop, gap haussier gigantissime, on ne peut pas rentrer là-dessus. Ensuite, ça retombe, ensuite elle repart. Là, si vous avez essayé de payer la cassure, vous faites avoir, vous prenez un stop. Elle repart, elle reteste, elle repart, elle revient dessous, elle repart. Vous avez essayé une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez pris 3 stops et là vous vous dites bon, cette valeur n'est pas pour moi. Et ben franchement ouais, parfois elle veut pas de nous, elle est erratique, elle est pas belle, bah on passe à autre chose. Ensuite normalement il y a Valneva, mais Valneva je vous en ai parlé tout à l'heure, donc pour ceux qui vont directement dans l'émission à Valneva, sachez que faut aller au début de la section Green Line Breakout, c'est là que j'ai tout expliqué sur Valneva. Et puis je finirai avec Vision Marine, qui m'a été proposé par un copain, en anticipation d'une Green Line Breakout. Donc cette personne a vu l'introduction, le plus haut à 17,30, la valeur reteste les 17,30, 17,80 une fois, donc on a une zone qui se crée. Il a acheté la valeur ici à 15 € en me disant on fait des plus bas de plus en plus haut, elle est haussière, j'anticipe la Green Line Breakout. Jusqu'ici tout va bien, sauf qu'il a mis un stop trop serré, il s'est fait sortir, comme un bleu. Donc là pas bravo.
Parce que résultat, il a anticipé une green line breakout, il s'est pris une perte alors que la green line breakout n'est pas validée. S'il n'avait pas mis un stop aussi serré, il serait toujours en gain. Bref, il a tout perdu. Alors heureusement pour lui, il n'a pas tout perdu, puisque la green line breakout n'est pas encore validée. Donc on a une zone de résistance ici entre 17,50 et 17,90. On peut se mettre une alerte, vous voyez la mienne est posée à 18$, ou on peut se mettre un ASD, un ordre d'achat à seuil de déclenchement à 18$, en partant du principe que c'est une valeur qui fait des plus bas de plus en plus haut, et que si elle casse les 18$, elle rentre en green line breakout, et ce serait alors le début d'une belle aventure. Voilà, c'est la fin. J'ai réussi. J'espère que je vais réussir à la mouliner, cette émission, à la mettre en ligne et qu'elle vous plaira. Là, je pense que niveau Greenline, vous êtes bien au point. Et bah, on n'a plus qu'à en trouver tous ensemble et à continuer de parler de ce type de configuration dans les émissions à venir. Comme vous l'avez vu dans les différentes émissions, c'est bien de parler des grosses valeurs françaises ou de quelques dossiers internationaux, mais le trend following et le green line breakout, il n'y a que ça de vrai. Des actifs en tendance qui cassent des niveaux testés par le passé, niveaux correspondant à des plus hauts annuels ou des plus hauts historiques. Parce que quand ça casse avec des volumes, avec ou sans gap, et que c'est puissant, et ben généralement, par la suite, dans 90% des cas, il y a de très belles performances à la clé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous retrouve sur Twitter, sur LinkedIn, sur Zone Bourse, sur BFM. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours sous la vidéo, à mettre des pouces bleus sur YouTube. Et puis, à mardi prochain, dans les marchés en action. Au revoir à tous.